Voilà, donc je vais laisser tout de suite la parole à Jean-Pierre Aquino, qui vient d'être d'ailleurs présenté par vous-même. À l'issue de la présentation du docteur Aquino, on laissera quelques minutes l'opportunité à l'auditoire de poser quelques questions parce que Jean-Pierre doit nous quitter immédiatement après. Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les élus, Mesdames, Messieurs, chers collègues, probablement, en tout cas, certains sont présents. C'est toujours avec plaisir que je prends la parole pour porter la voix de la prévention. Et je partage pleinement le discours de Nora Berra qui soulignait que les aspects techniques concernant la démarche préventive sont bien au-delà des clivages politiques. Et force est de constater que j'ai eu le plaisir par le passé de travailler avec Nora Berra, avec Roselyne Bachelot, avec Philippe Bas et actuellement avec Michel Delaunay qui m'a demandé de présider le comité avancé en âge et avec Marisol Touraine. Nous sommes donc bien dans une démarche technique et il est vrai que toutes ces notions concernant la prévention de la perte d'autonomie et le vieillissement en général ont été parfaitement décrites dans les rapports qui ont été remis et rédigés en 2011. Comment concilier longévité et bonne santé? Deux parties dans mon exposé. Premièrement, un certain nombre de pistes qui sont le fruit de réflexions conduites avec des professionnels. Et dans une deuxième partie, en guise pratiquement de conclusion, comment le comité en âge peut contribuer à répondre à cette question. Les exposés introductifs ont souligné que nous avions la chance d'assister à un vieillissement de meilleure qualité au cours du temps qui passe, mais le vieillissement de la société est bien évidemment une préoccupation majeure que nous devons au niveau des politiques publiques d'intégrer. Et au sein de ce vieillissement des populations, quelle est l'espérance de vie sans incapacité? Continue-t-elle à progresser? Et les exposés introductifs ont souligné une certaine incertitude qui plane sur ce gain en santé correspondant à l'espérance de vie sans incapacité, probablement chez la femme du fait des habitudes tabagiques qui se sont créées au fil du temps. Mais la deuxième transition importante à souligner est la transition épidémiologique, c'est-à-dire l'émergence de maladies chroniques, l'émergence d'incapacités auxquelles il convient d'ajouter, intimement liées à l'âge, la maladie d'Alzheimer et ses conséquences numériques sur la population vieillissante, mais aussi le vieillissement des personnes handicapées. Les personnes handicapées ne décèdent plus avant 50 ans, mais bénéficient d'un vieillissement comme le reste de la population. Donc, notre système de santé, mais aussi notre organisation sociale et médico-sociale se doivent d'intégrer ces deux transitions pour être efficients dans la conduite des affaires publiques. L'idée importante que je voudrais souligner ici, c'est qu'il existe une perte d'autonomie évitable et rejoignant ce que vous avez dit, à savoir que le passage, excusez du mot, par la case dépendance n'est pas obligatoire, fort heureusement. Bon nombre de personnes âgées et très âgées demeurent autonomes et resteront autonomes jusqu'à la fin de leur existence. Il y a 4 sites sur lesquels il est possible d'agir pour contribuer à la prévention d'une perte d'autonomie évitable. Premier lieu, le lieu même du travail. Alors, on ne va pas faire toute la politique liée à l'activité professionnelle des Français, mais simplement s'intéresser aux seniors au travail. C'est un véritable challenge actuellement et dans les années à venir. Force est de constater que la durée de vie au travail va augmenter pour des raisons économiques. Il convient de s'appuyer sur les travaux de cette étude européenne SHARE qui met en évidence qu'il est possible de repérer des facteurs prédictifs de mal-être, de maladies, de situations qui pourraient conduire à des incapacités dans les dernières années de la vie professionnelle, et fort de ce constat, d'intensifier des liens entre la médecine du travail et la médecine libérale, de développer l'organisation de la préparation à la retraite et de trouver des modèles adaptés à l'entreprise pour que la prévention santé auprès des seniors soit largement augmentée. Première piste. Deuxième piste, le domicile. Nora Berra l'a cité, les fragilités, M. Bapt l'a cité aussi. C'est un chantier important que l'école de Toulouse a pris de manière forte avec une logique parfaitement adaptée. Si on résume la situation, il est possible de repérer chez des personnes qui vivent chez elles
alors qu'elles ne sont pas en pleine force de l'âge en termes de leur autonomie, mais qu'elles ne sont pas pour autant dépendantes. Elles sont dans une situation intermédiaire, des facteurs prédictifs qui pourraient nous permettre de dire, si nous ne faisons rien, demain, après-demain ou dans 10 jours, la perte d'autonomie sera au rendez-vous. Il y a donc là aussi un véritable défi, des initiatives à prendre, s'appuyant sur la recherche, sur l'organisation sanitaire et médico-sociale, sur des données scientifiques largement publiées dans la littérature, qui doivent nous permettre de repérer à domicile les personnes en situation de fragilité, avec le médecin traitant, si nécessaire avec un hôpital de jour gériatrique, pour apporter une réponse à ces signes de fragilité et éviter, ou du moins reporter, la perte d'autonomie. Le troisième lieu d'intervention, c'est l'hôpital. Vous savez, dans les années 70-80, on disait les personnes âgées, il ne faut surtout pas les hospitaliser, c'est dramatique, c'est le meilleur moyen de les tuer. Et puis, le temps faisant, l'organisation de la gériatrie hospitalière, la promotion de la discipline a fait que nous nous sommes tous rendus compte que l'hospitalisation, lorsqu'elle était justifiée, portait ses fruits et évitait un certain nombre de catastrophes. Et puis maintenant, nous nous rendons compte, avec des publications scientifiques à la clé, qu'un pourcentage non négligeable de septuagénaires et d'octogénaires sortent de l'hôpital guéris de la maladie qui les a conduits, mais en perte d'autonomie sur, par exemple, la réalisation de certains actes de la vie quotidienne. Selon les publications nord-américaines, 20 à 30% des octogénaires seraient concernés, et nous savons qu'en France, nous sommes concernés par ce type de situation, en sachant que le pacemaker fonctionne parfaitement à la sortie lorsqu'il a été posé, que la prothèse de hanche a été parfaitement posée, mais que l'autonomie à la toilette, l'autonomie à l'alimentation, si l'équipe soignante n'a pas été incitative pour maintenir ses capacités, eh bien, il risque d'y avoir une régression. Donc il y a là tout un chantier qui mérite une attention particulière. Et enfin, dans les EHPAD, pourquoi sont-elles conçues? Pour prendre en charge des personnes dépendantes. Il est écrit perte d'autonomie sur les EHPAD. Donc il y a toute une dynamique de réponse à cette perte d'autonomie. Et si on voulait inverser la vapeur, et si on voulait dire, mais développons une prévention au sein des EHPAD, c'est-à-dire une situation de perte d'autonomie, est-elle récupérable en partie? Mais si cela n'est guère possible, évitons par des mesures adaptées que cette perte d'autonomie ne s'aggrave pendant le séjour en EHPAD. Donc cela signifie qu'il est important de valoriser la démarche préventive auprès des pouvoirs publics, et c'est le sens de la mission de Jean-Luc Novella, qui revisite actuellement la grille Agir et la grille Pathos, et qui va insuffler dans la grille Agir et Pathos une connotation préventive permettant de résoudre les situations que je viens de signaler. Alors comment procéder par rapport à ces 4 sites d'intervention? Premièrement, il faut rappeler l'importance de l'éducation dès le plus jeune âge pour insuffler une culture préventive à nos concitoyens, mais aussi pour veiller à ce que la formation permanente fasse partie du quotidien de nos concitoyens. Espérance de vie sans incapacité des Européens à l'âge de 50 ans, une étude publiée en 2008 dans Lancet. Quels sont les facteurs prédictifs d'une espérance de vie sans incapacité la plus élevée? Le produit intérieur brut du pays, l'accès à la formation continue et à l'accès à la formation initiale la plus soutenue et la mieux organisée. Et puis le troisième élément, c'est le chômage, qui bien évidemment est un facteur prédictif négatif. Deuxième levier pour procéder dans cette démarche de maintien de la bonne santé, c'est l'information. L'information qui doit être diffusée à nos concitoyens, mais la grande question qui se pose, c'est comment faire pour que l'information touche ceux qui en ont le plus besoin. En règle générale, les actifs comme les retraités, les plus attentifs et les plus vigilants à leurs problèmes de santé, sont réceptifs à tous ces messages nouveaux, passant par les médias, vont sur le site de l'INPES pour savoir quelle est la procédure la mieux adaptée. Mais ceux qui sont restés sur le quai de la gare lorsque le train prévention est passé, comment faire pour les toucher? Il y a là tout un problème de communication, mais il y a aussi un problème que les sciences cognitivo-comportementales peuvent nous aider à résoudre. Et je cite simplement un exemple. Lorsque vous allez dans un hôtel et que dans la salle de bain figure la petite note pour des raisons d'économie de lessive et de respect de l'écologie, remettez sur le porte-serviette les serviettes que vous acceptez de réutiliser le lendemain. Si vous vous limitez à ce message, vous avez un score de 30%. Si par contre vous ajoutez à ce message 30% de ceux qui vous ont précédé ont respecté cette directive, vous passez à un score de 40%. Donc on voit qu'en termes de communication, grâce aux sciences cognitivo-comportementales, il est probablement possible d'aller plus loin,
Et je vous incite à lire ce remarquable ouvrage du Centre d'analyse stratégique, publié il y a 2 ans, portant justement sur la contribution de ces sciences dans le champ de la prévention. Le troisième point important concerne la formation des professionnels du secteur sanitaire, du secteur médico-social, mais aussi la valorisation des métiers de ceux et de celles qui sont, excusez du mot, au bas de l'échelle et qui vont peut-être pouvoir profiter, et c'est bien ainsi, du fait d'une formation permanente qui leur sera donnée pour prendre un ascenseur social et dans le même temps apporter une qualité des prestations beaucoup plus structurée à l'égard de nos aînés. Quatrième point, les bilans de prévention. Remarquable publication dans la Cochrane Librairie parue il y a maintenant 1 an, expliquant que les bilans de santé systématiques à 60 ans n'avaient aucune incidence sur la mortalité. En clair, les auteurs concluaient en disant ça n'a pas grand intérêt de faire du systématique. Nous le savons que toute démarche systématique dans le cadre des bilans de santé n'a pas un intérêt majeur. Ce qui est important, par contre, c'est de cibler la population à laquelle on s'adresse. La fragilité est un exemple de cible clairement identifiée, mais il y a d'autres cibles sur lesquelles nous nous devons de nous interroger, et notamment la CNAV souligne bien l'importance de travailler sur les ruptures que les retraités peuvent être amenés à rencontrer, exemple le veuvage, exemple des hospitalisations répétées, exemple des situations de familles éclatées, les enfants partent en province, la personne âgée reste seule en région parisienne. Il y a là une approche médico-psychosociale tout à fait importante à mettre en place. De même, les personnes qui échappent à tout système de soins, et il est possible, par les caisses primaires d'assurance maladie, de repérer nos concitoyens qui n'ont pas consommé d'actes de santé depuis 2 ans. Ce sont des personnes qui, par définition, posent problème au niveau de leur avancée en âge. Donc on voit bien qu'il est fondamental de cibler les initiatives concernant les bilans de prévention. Quelques mots sur un autre élément qui s'appelle bien évidemment la recherche. La recherche, elle est galopante, elle est multifocale, mais probablement mériterait-elle, dans le domaine qui nous intéresse, d'être mieux structurée en donnant une valeur tout aussi importante aux sciences médicales, aux sciences humaines et aux sciences sociales. Et ce qui personnellement m'intéresse, c'est le croisement de ces disciplines, les interfaces qui naissent du croisement de ces disciplines et la culture de ces interfaces pour aller de l'avant. Nous sommes bien dans une démarche globale que nous évoquions à l'instant. Cette recherche ne peut être que pluridisciplinaire et nous savons combien il est difficile de promouvoir une recherche pluridisciplinaire. Le Centre d'analyse stratégique, toujours lui, souligne que des travaux scientifiques universitaires de recherche devraient porter sur des groupes d'âge beaucoup plus conformes à nos réalités, autrement dit de cibler davantage la recherche sur une préoccupation majeure concernant par exemple les octogénaires, afin de mettre en place des stratégies parfaitement adaptées. Enfin, le dernier élément, et non le moindre, et cela va me permettre de faire une transition avec le comité avancé en âge, c'est la coordination des acteurs de la prévention. La France est un pays riche d'initiatives, au sein duquel la prévention a tout son rôle à jouer, et on assiste à des acteurs multiples. Citons-les, la CNAM, la CNAV, les caisses de retraite complémentaires, le MSI, le MSA, le RSI, l'INPES s'implique très largement dans ce domaine, la mutualité, des acteurs foisonnent. Alors, quand on analyse leur programme de prévention, on se rend compte que chacun a sa stratégie, qui parfois est un copier-coller du voisin, plus ou moins bien évalué, sans hiérarchisation des priorités au niveau national. Donc il nous semble important, et c'était l'une des propositions formulées dans le plan que j'ai remis à la ministre, c'est de mieux coordonner les acteurs de la prévention au niveau national afin de donner un sens et une force de frappe beaucoup plus efficiente dans ce domaine. Alors il n'est pas question, du moins dans mon esprit actuellement, de mutualiser les moyens, mais on pourrait se poser des questions sur une dynamique forte concernant la prévention et la prévention de la perte d'autonomie en particulier. Cette stratégie préventive coordonnée doit s'appuyer sur une globalité de l'approche, sur une pluridisciplinarité des acteurs, et donc, et là il faut interpeller les politiques, sur la nécessaire interministérialité d'une démarche de cette nature. Vous évoquiez, Nora Bérin, à l'instant, les transports, l'habitat. Bien évidemment, ils contribuent à la qualité de la vie, ils contribuent à la santé. Si on a un plan de prévention de la perte d'autonomie portant exclusivement sur la tension artérielle et sur la fragilité, et si on méconnaît l'accessibilité
par une distance possible de 500 mètres par rapport aux services médicaux ou par rapport aux boutiques permettant l'alimentation et la vie quotidienne, eh bien, on fait un contresens partiel par rapport à cette démarche qui, je le répète, se doit d'être interministérielle. Alors, comment le comité avancé en âge peut-il contribuer, indépendamment du rapport qu'il a fourni, à aller plus loin? Michel Delaunay a réuni, il y a quelques jours maintenant, le comité avancé en âge, en précisant dans une lettre de mission qu'elle m'a donnée 4 axes de développement qui sont parmi les plus importants des préconisations qui ont été faites. Premièrement, travailler la coordination des acteurs de la prévention avec, dans notre esprit, une double démarche qui doit coïncider au niveau de son résultat, c'est-à-dire une réflexion de nature nationale avec les grands acteurs, mais aussi un appui avec les ARS, avec les schémas régionaux de prévention, avec les contrats locaux de santé, avec la politique de la ville, l'avis des professionnels sur le terrain, qu'il y ait une harmonie entre les deux et non pas une politique descendante imposée aux professionnels. Premier axe à développer. Deuxième axe à développer, les fragilités. J'y reviens pas, nous l'avons déjà dit et redit les uns et les autres. La dynamique de Toulouse va nous aider très largement dans ce sens, mais il faut aussi promouvoir une initiative qui me paraît très importante, c'est celle des observatoires de la fragilité, conçus conjointement par la CNAV et par la CNAM, et réalisés sur le terrain par les CARSAT, c'est-à-dire une approche populationnelle des personnes en situation de fragilité, tant sur le plan économique que sur le plan sanitaire. Donc il y a là une démarche qui est débutante, qui est intéressante et qui se doit de croiser une démarche scientifique qui est celle de Bruno Velas. Et dans cet esprit, j'avais réuni, il y a de ça maintenant quelques mois, Bruno Velas et la CNAV pour qu'une harmonie puisse se faire. Et je sais que Bruno Velas l'a concrétisé en Midi-Pyrénées avec la CARSAT Midi-Pyrénées. Troisième axe de développement souhaité par la ministre, développer des actions de prévention concernant les JR 5 et 6, avec une mobilisation déjà organisée d'un certain nombre d'acteurs, que sont la CNAV, que sont la CNAM, que sont le RSI, que sont la MSA, la GIRC et l'ARCO, pour développer la prévention de la perte d'autonomie sur une population 5 et 6 qui, n'oublions pas, a levé le doigt pour avoir l'APA. C'est-à-dire que c'est une population qui se sent quelque part non pas en totale sécurité, mais comme ayant besoin d'un certain nombre de recours. Donc écoutons-les et proposons, et c'est déjà fait en partie par la CNAV et par d'autres, des stratégies adaptées. Enfin, le quatrième axe de développement souhaité par la ministre, et là dans une démarche interministérielle avec la direction des sports, c'est la promotion de l'exercice physique et de l'activité sportive à l'intention des seniors. Et c'est un chantier qui va être conduit conjointement par les sports et par le ministère de l'Autonomie. En conclusion, je serais tenté de dire, probablement parce que je suis impliqué depuis un certain nombre d'années dans le domaine et que j'ai pu voir les choses évoluer, comme le disait Nora Bérard, nous sommes dans une dynamique de progrès. Mais quand je dis nous sommes dans une dynamique de progrès, je ne voudrais pas que vous pensiez que je fais preuve d'angélisme. J'ai, je pense et j'espère, les pieds sur terre, et je vois bien qu'il y a encore beaucoup à faire, mais il me semble qu'au fil des années, il a été possible de tisser un tissu organisationnel qui mérite probablement d'être optimisé, mais qui en tout cas est porteur d'espoir. Et l'espoir que nous avons, c'est que la loi autonomie prévue par le gouvernement en 2014 puisse effectivement permettre d'avancer dans ce sens. Un dernier point que j'ajouterai en conclusion, et là c'est une interpellation à nous-mêmes, que nous soyons professionnels ou décideurs, c'est une réflexion sur nos comportements. Il conviendrait que nous abandonnions cette idée que perdre progressivement son autonomie, c'est normal du fait de l'avancée en âge, et que cela relève de la fatalité. Nous savons tous que la fatalité, c'est l'excuse des âmes sans volonté, et je suis sûr qu'ici, tous réunis, nous laisserons de côté la fatalité pour nous impliquer dans les combats qui nous restent à gagner. Je vous remercie.